Parfait. Donc, nous allons commencer. « 34 participants ont levé la main, donc je pense que vous êtes tous connectés et que vous m'entendez parfaitement. Donc, nous allons commencer. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour cette deuxième édition des Vendanges du savoir en ligne. Elles sont consacrées ce soir à l'histoire et plus particulièrement à l'histoire du château d'Yquem. Mais avant de commencer mon propos, j'aimerais vous présenter ces vendanges du savoir. Ces vendanges du savoir, il s'agit d'un... alors, j'arrive pas à... Il s'agit d'un concept qui est né dans la tête d'enseignants-chercheurs de Bordeaux et des universités de Bordeaux et de Bordeaux-Montaigne en 2016, avec l'idée derrière de faire partager notre connaissance sur la vigne et le vin, et de transmettre ce savoir universitaire au grand public. Et pour cela, nous nous sommes rapprochés d'un partenaire incontournable sur Bordeaux qui était la Cité du Vin, et ensemble, nous organisons ces vendanges du savoir. Alors, ces vendanges du savoir regroupent un certain nombre d'activités. Tout d'abord, des conférences en présentiel le mardi, le premier mardi de chaque mois à la Cité du Vin, des dégustations savantes une fois par trimestre, des rencontres en janvier autour d'un film avec un débat entre chercheurs, et puis des balades savantes une fois par an en juin hors les murs, c'est-à-dire que nous visitons en général un château viticole et autour, eh bien, quelques chercheurs animent des ateliers et vous passez directement aux travaux pratiques. Et puis, la crise sanitaire est arrivée et là, on s'est demandé comment pouvoir atteindre le grand public. Et pour cela, eh bien, nous avons imaginé ces vendanges en ligne. Vous avez aujourd'hui la deuxième édition, la deuxième tentative de ces vendanges en ligne, avec une question qui peut être une question de recherche s'il en est: comment le château d'Yquem est-il né? Alors, pour parler du château d'Yquem, eh bien, je commencerai mon propos par la phrase d'un grand écrivain français qui est Paul Claudel. Paul Claudel écrivait ceci: « Un grand vin n'est pas l'ouvrage d'un seul homme, il est le résultat d'une constante et raffinée tradition. Il y a plus de 1000 années d'histoire dans un vieux flacon. » Alors, cette phrase-là s'applique totalement à Yquem. C'est en effet au fil du temps, de génération en génération, que ce vin, fruit de la passion des femmes et des hommes, et des femmes, on le verra, est devenu finalement le plus beau symbole de la perfection, mais aussi le plus beau symbole de la tradition. Alors, pour vous parler ce soir du château d'Yquem, il faut d'abord faire un petit peu de géographie et aussi de l'histoire. Un petit peu de géographie. Vous avez ici une photographie d'Yquem. Yquem se situe dans une région viticole du Bordelais, en Sauternais, à 60-70 km de Bordeaux, hein, tout dépend d'où on part, près de Langon, dans une région qui s'appelle le Sauternais. Cette région viticole est tout à fait particulière parce qu'elle va produire un vin blanc liquoreux avec une spécificité: les vendanges tardives, la pourriture noble et bien entendu le système des tris.
Alors, je m'explique. Vous voyez ici des grappes de raisin. Ces grappes de raisin sont altérées par un champignon microscopique qui s'appelle le Botrytis cinerea. Ce Botrytis cinerea, il est redouté dans d'autres régions viticoles et en particulier en Médoc. Il donne ce que l'on appelle la pourriture grise, mais en Sauternais, il est béni. Il est béni parce qu'on va ramasser ce raisin en quelque sorte confit pour produire ce vin blanc liquoreux. Et ce Botrytis cinerea se forme dans cette région-là parce qu'on a un affluent de la Garonne qui s'appelle le Ciron. Les eaux du Ciron sont extrêmement froides, alors qu'en septembre-octobre, eh bien, la terre reste très chaude dans cette région et ce contraste entre une très forte chaleur de la terre et l'humidité importante du Ciron permet une brume matinale qui favorise la formation de cette pourriture noble. Donc ça, c'est un paramètre qu'il faut que vous ayez dans la tête durant cette conférence parce qu'on va en reparler constamment. Deuxième élément, un peu d'histoire. En effet, le château d'Yquem, son histoire n'est pas née comme ça. Et son histoire, on va la rechercher, hein, l'historien va la rechercher dans les archives et en particulier un dépôt d'archives extrêmement important qui est le dépôt du château de Fargues. Le château de Fargues, comme Yquem d'ailleurs, appartient, alors Yquem n'appartient plus au Lursalus, mais le château de Fargues appartient à la famille de Lursalus qui a conservé toutes ces archives de la fin du XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Et ces archives nous parlent bien entendu d'Yquem, mais de bien d'autres châteaux aussi du Sauternais. Et donc, c'est grâce à ces archives-là que j'ai pu reconstituer l'histoire d'Yquem et l'histoire en même temps de la famille de Lursalus, dont je vous reparlerai. Un peu d'histoire, vous savez, il n'y a pas d'histoire sans date, disait Claude Lévi-Strauss. Eh bien, il y a 3 dates qu'il faut retenir pour Yquem. Première date, 1593. C'est l'achat du bien d'Yquem par la famille de Sauvage. Et c'est à partir de ce moment-là que l'aventure va commencer. Deuxième date, 1785. 1785, c'est le mariage de la dernière descendante des Sauvages, Françoise Joséphine de Sauvage-Yquem, avec Louis Amédée de Lursalus. Troisième date, 1999, le groupe LVMH devient majoritaire à Yquem et donc à ce moment-là, c'est LVMH qui dirige Yquem. 3 dates importantes, 3 dates qui vont permettre des transformations conséquentes. Premier ensemble sous le domaine des Sauvages d'Yquem, puis sous les Lursalus et enfin sous LVMH. Alors, pour faire un grand cru, il faut acquérir une notoriété. Et il faut acquérir avant une terre. C'est ce que fait Jacques de Sauvage. Il faut acquérir aussi une notoriété, et pour acquérir une notoriété au XVIe siècle, à la fin du XVIe siècle, il vaut mieux être noble. On sait que Jacques de Sauvage n'appartient pas du tout à la noblesse. Son père est un marchand, un roturier, mais un roturier très riche. Et en 1572, son fils, Jacques de Sauvage, achète une charge de conseiller du roi, une charge qui est une charge anoblissante, sans
durée d'exercice et il devient donc immédiatement noble. Jacques de Sauvage, pour rasseoir cette noblesse, cherche une terre et il finit par la trouver en 1593. En effet, il échange des terres qu'il possède et des bâtiments et des maisons qu'il possède à Bordeaux contre une propriété appelée d'Yquem. Il échange cette terre et cette nouvelle terre qu'il vient d'acquérir lui donne une identité de possédant, à l'instar d'autres familles du Bordelais. En effet, Jacques de Sauvage a bien envie d'imiter d'autres familles, et en particulier les Lursalus, qui se trouvent à Fargues et qui, eux, sont bien établis, mais une famille de noblesse très ancienne qui remonte au Xe siècle. Donc, il y a là un mimétisme. Jacques de Sauvage a une terre importante. Alors, j'ai pu reconstituer dans mes recherches l'organisation du domaine. Et si vous regardez bien, l'avantage du domaine d'Yquem, c'est que c'est un domaine d'un seul tenant. Et chaque fois, chaque génération, quand on va acheter des terres, eh bien, on ne va pas acheter n'importe quelle terre. On va acheter des terres qui sont près du domaine afin de construire finalement un tout cohérent. Donc, vous voyez l'évolution du XVIe siècle au XIXe siècle. Peu après l'achat de 1593, Jacques de Sauvage achète ce petit terrain-là au nord de la propriété qui s'appelle le Clamusée. Et puis d'autres terres, le Pajot, le Pavillon, la Grave, etc. Évidemment, ces acquisitions, ces terres, ce château, ce vin, sont le fait d'un certain nombre de choix. Et ce sont ces choix qui vont faire d'Yquem ce qu'il est. Ces choix sont au nombre de 3. Choix architecturaux et techniques, choix de culture et de mise en valeur, choix de commercialisation. Et il s'agit d'une combinaison qui est très intéressante. Alors, Yquem, qu'est-ce que c'est au XVIe siècle? On a essayé de reconstituer tout cela, grâce en particulier aux relevés qui ont été effectués par Philippe Mavre. Yquem, c'est un corps de logis, une maison de campagne, avec 6 pièces, et à côté de cela, des bâtiments d'exploitation que l'on appelle chais. Mais ce ne sont pas des chais tels qu'on les entend aujourd'hui. Chais, on trouve à l'intérieur, quand on regarde les inventaires, des animaux, des barriques, du matériel agricole. Et on a également une tour que vous voyez ici. Sur cet espace, eh bien, il va y avoir des extensions. Première extension due à Jacques de Sauvage. Jacques de Sauvage se marie une première fois, il se marie une seconde fois avec une très riche héritière qui s'appelle Anne de Morin. Et Anne de Morin apporte des capitaux très importants, si bien que en 1604, Jacques de Sauvage décide d'agrandir l'appareil de production en construisant, en faisant construire les ailes que vous voyez ici, 2 tours, les portes monumentales. Donc, cette extension, elle correspond aussi, il faut bien le dire, à un besoin. On a retrouvé le contrat avec le maçon qui s'appelle, qui vient de Saint-Macaire, et ce maçon doit construire un mur tel que vous le voyez là,
avec des créneaux et des merlons, si bien que ces murs avec créneaux et merlons que l'on croit venir tout droit du Moyen-Âge sont des constructions du début du XVIIe siècle. Construction du début du XVIIe siècle parce qu'avec les créneaux et les merlons, on marque une identité, on marque un territoire et un territoire nobiliaire. Deuxième vague de construction, la vague de la seconde moitié du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle. 1858, là ce n'est plus Jacques de Sauvage, mais c'est François de Sauvage qui se marie lui aussi avec une riche héritière, Marie de Calvimont. Cette riche héritière lui apporte beaucoup d'argent à la mort de son père en 1855. La succession est réglée avec son frère et on réinvestit cet argent dans l'extension de la propriété. Et ce qui est en bleu, ce ne sont pas des éléments, des bâtiments pour l'exploitation, mais ce sont des bâtiments pour résider à Yquem. Donc c'est une extension finalement de l'habitation. Et la boucle est bouclée. Le château est ce qu'il est aujourd'hui avec des extensions du XIXe siècle. Première extension que vous voyez ici, qui est une construction commandée par la dernière descendante des Sauvages, Françoise Joséphine de Sauvage d'Yquem, donc des chais qui sont construits au début du XIXe siècle, et puis une seconde vague de chais qui est due à son petit-fils Romain Bertrand de Lursalus dans la seconde moitié du XIXe siècle, et enfin jusqu'à nos jours avec ces chais du XXe siècle qui sont des chais enterrés et qui permettent d'intégrer les chais dans un espace sans gêner le château. Donc, ces constructions, elles correspondent toutes à des besoins. Et elles correspondent toutes à des moments où l'on assiste à une mutation de la viticulture. Je reviens au plan concernant la propriété. J'ai pu reconstituer, grâce à un certain nombre d'éléments que j'ai croisés dans les archives, l'occupation du sol au XVIIIe siècle. On est loin de la monoculture de la vigne. La vigne est représentée sur cette carte qui est peu lisible, je le regrette, est représentée par des petits V, ici, là, là, là. Si vous regardez bien, cela représente à peu près un tiers de la superficie, un tiers. L'autre tiers est occupé par les terres labourables, les prairies, les bois, etc. Un tiers seulement en vigne. Et la situation se transforme en particulier au XIXe siècle avec, vous voyez, une extension intéressante du vignoble. Si vous regardez ma légende, de la vigne rouge et de la vigne blanche, et les Lursalus finissent par privilégier la vigne blanche, et puis aussi la construction, vous voyez les petits traits que vous pouvez trouver, alors j'arrive pas, voilà, que vous pouvez trouver ici, ce sont des canaux de drainage, ces canaux de drainage qui vont permettre de bonifier évidemment la terre, donc une extension importante. À cela s'ajoutent d'autres choix, des choix de culture et de mise en valeur. On en revient à notre chronologie. Premier choix, au milieu du XVIIe siècle.
au milieu du XVIIe siècle, c'est la découverte et l'utilisation empirique de la pourriture noble. Alors, on ne sait pas précisément à partir de quand on utilise la pourriture noble à Yquem. Mais ce que l'on sait par contre, parce qu'on a retrouvé les actes notariés, c'est qu'en 1666, François de Sauvage est en situation de tension véritablement avec ses tenanciers. Ces tenanciers veulent vendanger le plus tôt possible parce qu'ils veulent faire du rendement et ils ne veulent pas ramasser le raisin pourri. Et Jacques de Sauvage veut attendre. Il veut les vendanges tardives, il veut la pourriture noble pour pouvoir faire un vin de qualité et un vin qui pourra se conserver. Ça, c'est une étape extrêmement importante. Elle a lieu au milieu du XVIIe siècle et elle ne concerne pas seulement Yquem, elle concerne d'autres propriétés nobles, en particulier Suy-Buiraud. À cela vient se greffer d'autres éléments. Le système des tris. Alors les tris successifs, vous savez, on passe dans les rangs de vignes et on va trier le raisin. On fait une première tri, par exemple, le lundi, et puis on attend que la maturité arrive, et puis une seconde tri 3 ou 4 jours après, etc. Alors, on ne sait pas si cela existe pour le XVIIe siècle parce qu'on n'en trouve pas les traces. Par contre, on est certain que cela existe pour le XVIIIe siècle, ce système des tris. On en a retrouvé les traces dans les livres de culture d'Yquem. On va parfois jusqu'à 8 tris successives, donc c'est quelque chose de bien ancré et c'est un élément important pour la qualité du vin. À ces choix-là, qui sont des choix risqués, mais qui sont des choix qui vont conduire Yquem vers l'excellence, se rajoutent d'autres choix qui sont des choix commerciaux. Ces choix commerciaux, je ne vous apprendrai rien en vous disant que la viticulture, c'est une culture spéculative, que le vin est lié à la loi de l'offre et de la demande, et que on remarque très tôt, en ce qui concerne le vin d'Yquem, que ce vin est lié à l'exportation. Il peut être vendu localement, mais il est lié à l'exportation. Et pour exporter un vin, il faut donner envie de l'acheter. Sous l'Ancien Régime, pour qu'un cru soit célèbre, pour qu'il puisse acquérir une notoriété, il faut qu'il soit bu tout simplement à la cour de France et dans les cours européennes. Yquem, à la fin du XVIIe siècle, est bu à la cour de France, mais surtout ce qui va donner un élément décisif à Yquem, c'est le mariage de Françoise Joséphine avec Louis-Amédée de Lursalus. Pourquoi? Parce que les Lursalus sont une famille qui vit à Paris à cette époque-là, notamment dans l'hôtel du duc de Penthièvre, l'hôtel de la Vrillière, qui est l'actuel hôtel de la Banque de France, et ils sont reçus à Versailles. Et à Versailles, ils font connaître leur vin. Et la renommée est là enclenchée. Renommée où vient se greffer le rôle des étrangers. Les Hollandais, dès le XVIIe siècle, les Anglais, mais aussi des grandes maisons de négoce, des Chartrons, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. On voit par exemple dans les livres de contes les Lautonne, Schroeder et Schiller, Sourget apparaître
Et par exemple, dans l'inventaire de 1785, au moment du mariage de Françoise-Joséphine de Sauvage-Yquem, eh bien, on voit apparaître la maison Meyer, hein, qui vend ce vin, on le sait, à l'Europe du Nord et à la Russie, où il est très apprécié. Parmi ces étrangers, il y en a un qu'il faut retenir, c'est Thomas Jefferson. Thomas Jefferson vient en France en tant qu'ambassadeur des États-Unis. Il vient à la veille de la Révolution. Il visite la plupart des vignobles français et il vient en Sauternay. Et sur le Sauternay, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ceci. Sauterne. Le meilleur vignoble appartient à M. Yquem de Bordeaux ou à son gendre, M. de Salus. Leur production est de 150 tonneaux, à 300 livres le tonneau lorsque le vin est jeune, 600 livres lorsqu'il est vieux. Le meilleur vignoble suivant appartient à M. de Fillotte. Sa production est de 100 tonneaux, au même prix que précédemment. 2. Prégnac. Le meilleur vignoble appartient au président du roi de Bordeaux. La production est de 175 tonneaux, à 300 livres le tonneau lorsque le vin est jeune et 600 livres pour un vin vieux. Les vins de 1784 se vendent à 800 livres le tonneau car ce fut une année exceptionnelle. Alors ce texte est merveilleux pour un historien parce qu'on y voit plusieurs choses. D'abord, la nécessité de classer le vin. Deuxième élément, la nécessité de faire vieillir le vin et l'idée que le vin vieux se vend plus cher. Et troisième élément, l'idée d'années exceptionnelles, de très très bonnes vendanges qui ces très bonnes vendanges vont permettre d'augmenter les prix. Donc ça, c'est un élément extrêmement intéressant qui apporte beaucoup. Alors, le classement des vins. Ces classements des vins, ils remontent très tôt, dès le milieu du XVIIe siècle. Et là, il y aurait quelque chose à creuser, il se passe quelque chose au milieu du XVIIe siècle dans tous les vignobles, y compris le Médoc. Classement des crus. Donc, classement des crus, on a toute une série de classements des crus. Le premier des classements date de 1647. C'est le classement des vins de la Jurade. Et ils sont au départ imprécis et ils vont devenir de plus en plus précis, ces classements. C'est-à-dire qu'on va avoir au fur et à mesure le nom du château, le nom du propriétaire, le nombre de tonneaux, le classement par rapport à d'autres, etc. Et ce, jusqu'en 1855. 1855, évidemment, c'est une année importante puisque c'est la date du classement de 1855 et ce classement de 1855 fait d'Yquem, je vous le rappelle, le premier grand cru supérieur. Et là, ce vin atteint l'exception. À cela se rajoute un autre phénomène. Comment commercialiser le vin? Comment commercialiser le vin? Et on a un lent passage de la barrique à la bouteille. La bouteille, on l'utilise très tôt. On l'utilise dès la fin du XVIIe siècle. On a un problème, le problème du verre qui est parfois fragile, le problème du goulot qui peut éclater et le problème également du bouchage. Et donc, il va falloir un certain temps pour que l'on arrive, pour que la bouteille finalement supplante la barrique. Il faut attendre, grosso modo, la fin du XIXe siècle.
Et par conséquent, on a là des transformations qui sont importantes. On y reviendra peut-être dans les questions. Je vous ai parlé de Françoise Joséphine de Sauvage-Diquem. Il faut quand même en dire deux mots. C'est une femme au destin exceptionnel. Elle se marie à 17 ans. Elle est veuve à 20 ans avec 2 enfants. Quand elle se marie, elle est orpheline de père et de mère. Sa belle-mère meurt au début de la Révolution. Son beau-père meurt en 1793 guillotiné. Sa fille meurt pendant la Révolution. Sa belle-fille meurt sous l'Empire. Son fils meurt sous la Restauration et elle élève seule ses 2 petits-enfants. Et elle n'a de cesse que d'une chose, c'est d'agrandir le patrimoine, de le conserver. Et dans ce patrimoine où il y a d'autres châteaux, Fargues, Fillots, Coutet, Pernod, Saint-Cric, vous les voyez sur cette carte où je les ai placés. Tous ces châteaux se trouvent dans le Sauternais et donc elle construit un véritable empire viticole pour ses petits-enfants et Yquem se trouve dans un système stratégique en quelque sorte et elle n'est pas seule pour faire cela puisque elle se fait aider d'un intendant, Garros, Jean-Léonard Galbert Garros. Les Garros vont être intendants de la famille de Lursalus, vont gérer le patrimoine des Lursalus de la Révolution de père en fils jusqu'à l'entre-deux-guerres. Donc, un temps long et un attachement à une propriété. Je vais vous lire, je ne peux pas tout vous dire, mais je vais vous lire juste un extrait de lettres de Jean-Léonard Galbert Garros pour voir l'investissement dans le vin et cette volonté sans arrêt de faire la renommée d'Yquem. Il écrit ceci. Quant au château d'Yquem, il est assez connu pour qu'il ne soit pas nécessaire de dire que c'est Sauterne. Il faut que les vins de Fillots portent seuls les noms de Sauterne, ayant un peu besoin de cette distinction dont les autres peuvent se passer. On ne dit pas Laffitte, Château Laffitte, Médoc. Il ne faut pas que l'on dise Château d'Yquem, Sauterne. Donc, vous voyez aussi cette rivalité avec le Médoc qui revient souvent dans la correspondance. Alors, pour clore tout ceci, comment le château d'Yquem est-il né? Eh bien, cela résulte, vous l'avez bien compris, d'un certain nombre de choix. Tout d'abord, des aspects matériels et humains. Ces aspects matériels et humains qui sont des créateurs d'identité. Et je crois que cette notion d'identité, elle est extrêmement importante en ce qui concerne Yquem. Cela nous amène à un autre aspect, un deuxième aspect, les aspects techniques. Vendanger, vinifier, c'est choisir. Choisir des vendanges tardives, choisir la pourriture noble, choisir les tris successives, choisir de drainer les sols. Et à cela vient se greffer le commerce. Il est essentiel pour la renommée des crus. C'est le règne de l'offre et de la demande. C'est le règne de la mode. Et c'est le règne aussi, quelque part, de l'incertain. Mais sans cet aspect commercial, rien ne peut être fait. Car c'est grâce au commerce que l'argent rentre dans les caisses et c'est grâce à cet argent que l'on peut réinvestir, que l'on peut construire de nouveaux chais. Et là, on a un cercle vicieux qui apparaît. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, je termine sur ces aspects-là. Et je tiens tout d'abord à remercier
l'ISVV qui est partenaire de cette action, les universités de Bordeaux et de Bordeaux-Montaigne, la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, la Fondation Bordeaux Université, le Crédit municipal et notre sponsor grand mécène qui nous a soutenus et fait confiance depuis le début, la société Baron Philippe de Rothschild. Merci. Et maintenant, si vous avez des questions, je vous écoute. Merci Marguerite pour cette conférence. Alors du coup, effectivement, il y a quelques questions. La première question, c'est Madame Edith Solaire qui demande: le château a été acquis en 1593 par la famille de Sauvage, mais quand a été construit le château d'Yquem, par qui et dans quel but? Était-ce déjà dans le but de faire un domaine viticole à Yquem? Alors, il y avait de la vigne, c'est certain, mais comme je vous l'ai montré à travers le plan du XVIIIe siècle, il n'y a pas de monoculture de la vigne. C'est une exploitation de polyculture comme on en trouve dans la région, où on a un petit peu de blé, où on a un petit peu de vin, où on a quelques châtaigneraies, voilà. Et par conséquent, le château viticole tel qu'on l'entend, c'est le milieu du XVIIe, c'est au XVIIe siècle qui se met véritablement en place, même si avant il y a la présence du vin. Et on constate d'ailleurs le même phénomène en Médoc, où aux alentours du milieu du XVIIe siècle, on a des regroupements de terres, des regroupements de propriétés qui font et où on construit aussi des châteaux. Et là, vous avez vu que la construction d'Yquem était progressive. Vous voyez d'ailleurs sur cette photo la première bâtisse, la plus ancienne, là où il y avait effectivement les premiers chais, et puis ici, le corps de logis que je vous ai montré dès le départ. Et la première tour, du coup, date de quand? C'est une autre question. Alors ça, je ne sais pas. Elle est antérieure, elle date sans doute du 15e ou 16e siècle, mais elle a été probablement remaniée. On a deux questions de Morocos qui sont: pourquoi dans le Médoc le botrytis se transforme en pourriture grise? Et la seconde question, c'est: avec le plan que vous avez montré, le domaine en 1875 est en extension, mais le phylloxéra ne les impactera pas? Si, si, ils sont touchés par le phylloxéra. Bon, alors c'est quelque chose que j'ai pas trop travaillé, mais je sais qu'ils font des tentatives parce que le phylloxéra résiste peu à l'eau. Et ils sont impactés par le phylloxéra, mais un petit peu plus tardivement que dans les autres régions. Et on va essayer de mettre en place des tentatives d'aspersion pour essayer d'humidifier, pour empêcher que le phylloxéra s'installe, mais ils sont touchés par le phylloxéra. Est-ce que les cépages ont-ils toujours été les mêmes depuis l'origine? Alors, ça, c'est une très bonne question. On a peu d'éléments là-dessus, mis à part un médecin érudit local au début du XXe siècle qui s'appelle le docteur Martin, qui a beaucoup travaillé sur le Sauternier, qui a fait énormément de découvertes. Il a déposé ses archives aux archives départementales de la Gironde, donc pour nous, c'est quelque chose de très précieux. Et il a fait l'inventaire des cépages qu'on trouvait dans la région. On en trouvait une trentaine, en fait. Une trentaine et des cépages parfois un petit peu surprenants. Et donc là, ça serait effectivement quelque chose à creuser. Il est évident que après la crise du phylloxéra, tout cela va s'appauvrir. Est-ce que vous savez, Marguerite, comment on a découvert que cette pourriture permettait de faire des bons vins?
de manière complètement empirique. Probablement au départ de manière empirique. Et on a découvert surtout pas de bons vins à l'époque. Je pense que le vin d'Yquem du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle, c'est peut-être un vin qu'on n'aimerait pas aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas le même. C'est pas le même parce qu'on ne le vinifie pas de la même manière. Quand je prends l'inventaire des chais d'Yquem, par exemple, au début du 19e siècle, juste au début du 19e siècle, eh bien, on conserve du vin pendant des années en barrique. C'est une chose qui est impensable aujourd'hui. Donc, c'est certainement pas le même vin. On a un problème de conservation. Souvent, les vins, on n'arrive pas à les conserver trop longtemps. Or, on a probablement remarqué qu'en utilisant ce vin ces raisins confits par le sucre, eh bien, cela permettait une conservation plus importante du vin. Et je crois que c'est un élément d'explication qui va être théorisé au 19e, enfin, au tout début du 19e siècle, fin 18e, début 19e par Chaptal. Mais Chaptal, il ne fait que reprendre des mises en pratique qui ont été faites avant. On a une question concernant la rivalité avec le Médoc. Est-ce que vous savez d'où elle vient spécifiquement? Du négoce. Du négoce, alors ça c'est très clair dans la correspondance des négociants. Ils arrivent à Yquem, un négociant il veut acheter des barriques de vin le moins cher possible. Et on va avoir des tractations du style, c'est vraiment de la tractation, du style, on achète le vin de Lafite à tel prix, la barrique à tel prix, on ne peut pas acheter du vin d'Yquem à tel prix. Et donc, ça crée forcément des rivalités parce que ces vins du Médoc eh bien, se vendent plus cher. Dans ma thèse, j'avais essayé de faire une étude des prix, mais là aussi, c'est une histoire de mode, c'est une histoire d'offre et de demande. Il y a des moments où les vins de Sauternes sont très prisés dans l'histoire, en particulier sous le Second Empire, par exemple. Donc, ce sont des problèmes de mode, de goût, qui changent, qui se transforment, qu'on n'apprécie pas, etc. Et les femmes appréciaient beaucoup ce vin. On le voit, alors non pas pour Yquem, mais pour le château de Filloux. Il y a une liste de clients et on voit par exemple la marquise de Valbelle, Madame de Campan acheter du vin de Filloux et elles le boivent, elles sont très friandes elles aiment beaucoup ce vin. Je rebondis sur votre propos, vous parlez de fluctuations de prix. Il y a une question d'Alain Blanchard sur ces fluctuations de prix. Comment est-ce que les prix étaient fixés et comment évoluaient-ils pour Yquem? Alors, comment évoluait-il c'est très variable. C'est très variable en fonction de l'année. On fait cette distinction si c'est une bonne ou une mauvaise année, et ça très tôt. On fait la distinction aussi en fonction du marché. Si on a une très forte demande en vin liquoreux, bien à ce moment-là, les prix vont augmenter. C'est l'offre et la demande. Et par contre, il y a un écart avec le médoc qui se produit par moment et qui peut être parfois important en fonction des années. Merci beaucoup pour vos réponses. On a 4 ou 5 questions encore qui sont autour de la période LVMH. Les questions, c'est dans quelles circonstances Yquem est-il passé à LVMH? Comment qualifiez-vous l'époque LVMH? Quel effet du capital sur l'évolution de ce vin?
Quel est l'apport de LVMH? Voici un peu les questions qui tournent autour de ce sujet-là. Donc là, c'est quelque chose, ce sont des questions auxquelles je ne répondrai pas parce que je n'ai pas travaillé dessus. Ça ne serait pas honnête hein, de répondre à ces questions. Par contre, ce que je peux dire, c'est que la vigne demande un investissement. Si on veut faire un grand cru, il faut investir. Et pour investir, il faut de l'argent. Donc, si on peut parler d'apport d'LVMH, il est là, hein, dans les investissements et les améliorations techniques que LVMH peut apporter. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas travaillé sur cette question. Moi, j'ai travaillé essentiellement sur le 18e, 19e siècle. Et donc, je ne peux pas vous en dire plus là-dessus parce que je n'ai pas les éléments. Est-ce que vous pensez que le modèle d'Yquem est reproductible dans l'apparition des premiers crus classés du Médoc? Alors pour le Médoc, il y a eu des travaux hein, qui ont été réalisés par des collègues. Si on prend l'exemple de Margaux, Caroline Lemahou, par exemple, a montré le rôle très important d'Olive de Lestonac, qui achète parcelle par parcelle, d'abord son père, et puis elle ensuite, parcelle par parcelle, et ensuite, et constitue un château. Mais et c'est le cas de la plupart des propriétés. En fait, ils font une espèce de remembrement hein, qui s'effectue. Et c'est vrai dans d'autres régions, par exemple les Graves. J'ai eu l'occasion de travailler sur le château Bourran et la constitution du château Bourran. Là aussi, c'est pareil. On va acheter des bourdieux qu'on va regrouper. Et ensuite, une fois qu'on a une terre suffisamment importante, en général, c'est quelqu'un qui est noble de fraîche date, qui a besoin de la terre pour s'affirmer. Bon, pour Bourran, par exemple, on va voir Sège, hein, qui est le premier maire de Bordeaux, qui achète cette terre, qui l'agrandit, qui la met en valeur. Et voilà, et c'est souvent comme ça que ça se constitue partout. Et on remarque un phénomène qui apparaît au XVIIe siècle en Médoc, en Sauternay, mais pas seulement. En Bourgogne aussi, mes collègues bourguignons remarquaient des phénomènes identiques. Et donc là, il y aurait quelque chose, vraiment hein, une étude à faire sur ces phénomènes-là. Très bien. Pour terminer, du coup, on a deux questions qui sont plutôt sur une ouverture. Yannick Baudin qui nous dit que la consommation des vins liquoraux est en perte de vitesse. Est-ce que Yquem doit se réinventer? Et Éric Giraud-Hérault qui insiste un peu aussi, comment le château d'Yquem va-t-il mourir? Comment le buvait-on au cours des siècles et allons-nous toujours le boire? Moi, je crois que oui. Je crois que oui, c'est un passage. Ce sont des vins qui sont fragiles et ce savoir-faire est fragile. Alors par contre, il faut tout faire pour le conserver parce qu'il appartient à notre patrimoine. C'est vraiment un élément de patrimoine, hein, la pourriture noble, les tris, les vendanges tardives, tout ça. Et donc, très important à conserver, à labelliser, etc. Et en même temps, je pense que c'est une mode passagère. Et par conséquent, il ne faut pas céder à cette volonté de faire du sec ou de faire du rouge. Le Sauternay, il a son identité, il a sa place. Simplement, peut-être qu'il faudrait trouver la manière de le boire. Moi, je crois beaucoup, par exemple, à certains changements des types de verre.
à certains moments où on pourrait le boire. Il est évident qu'on en a fait un vin de dessert, mais ce n'est pas forcément là où on le déguste le mieux. On le déguste très bien aussi en apéritif. Et puis, pourquoi pas en 25 heures, entre amis, avec quelques petits éléments qui peuvent aider à déguster le vin, du roquefort par exemple, ou des éléments comme ça. Moi, je crois beaucoup il faut les redécouvrir, ces vins, et pour les redécouvrir, il faut les faire connaître à nouveau et peut-être inventer une nouvelle manière de les faire connaître. Pourquoi pas ne pas imaginer à Bordeaux une maison du Sauterne où l'on ferait déguster des vins de Sauterne. Après tout, c'est ce qu'avait fait au XVIIe siècle Monsieur de Pontac quand il avait ouvert une auberge à Londres. Eh bien, pourquoi ne pas ouvrir à Bordeaux une maison du Sauterne? Et c'est comme ça, en se battant de cette manière, que le Sauterne redécouvrira, je pense, une notoriété. C'est un problème de commerce, essentiellement. On peut prendre une dernière question et puis après, de toute façon, Marguerite, je vous enverrai les questions par mail et vous pourrez éventuellement aussi Bien sûr, bien sûr. répondre, voilà, si vous avez également, vous, spectateurs, le mail, le mien et puis celui de Marguerite, ou en tout cas au moins le mien. Donc, n'hésitez pas si vous n'êtes pas satisfait, qu'on on n'a pas tout à fait assez de temps pour répondre à tout le monde. Donc, on en prend une N'hésitez pas à dernière. nous écrire. Voilà. Sait-on d'où vient le nom d'Ikem? Euh, il y a des hypothèses, mais non, aucune n'est convaincante. C'est un nom de la région. Enfin, non, je ne répondrai pas à cette question. Ça s'appelait déjà Ikem quand la famille Ça s'appelait déjà Dikem, et parfois, enfin, c'était pas orthographié avec un Y hein, dans les textes anciens, c'était orthographié avec un I, mais comme l'orthographe n'est pas très stable à cette époque, Bon, mais très bien. Eh ben, merci beaucoup, Marguerite. Il y a normalement un enregistrement qui a été prévu et du coup, cette conférence sera rediffusée sur YouTube et du coup, le replay devrait être disponible dans les prochains jours. Voilà. très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Hop, je mets fin à ce webinaire. Je mets fin à la réunion pour tous. Bonne soirée!